Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième webinaire de la série Acte Carène. Nous allons étudier aujourd'hui le sujet des matériaux biosourcés dans le bâtiment, en construction et en rénovation. Sont-ils une source de satisfaction ou non? C'est ce que nous allons voir avec nos deux intervenants. Donc voici le programme qui est au menu. Comme à mon habitude, je vais présenter les enjeux principaux sur le sujet d'aujourd'hui, les points réglementaires, les définitions de base pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que vont dire les intervenants ensuite. Passé ce point de première définition et mise au point, on aura Maxime Baudran, qui est prescripteur bois à Fibois Pays de la Loire, qui va nous faire un état des lieux, des ressources, des filières locales, des typologies de produits biosourcés dans le bâtiment, avec des très beaux exemples d'applications. Vous verrez, ça donne envie, ce webinaire est très visuel. Donc, pour que vous puissiez voir vraiment qu'est-ce qui se fait concrètement actuellement avec des exemples qui sont sur le territoire ou pas très loin. Ensuite, on va augmenter un petit peu la taille de l'échelle avec Guillaume Depré, qui est responsable d'opération à Loire-Atlantique Développement. Donc, c'est une agence publique d'ingénierie qui fait, comme il le dira lui-même, hein, qui fait des opérations d'aménagement notamment, des grandes, aussi des plus petites, et qui a travaillé notamment sur la ZAC Maisonneuve à Guérande, qui est un projet dans lequel ils ont fortement intégré les matériaux biosourcés dès le début du projet, et ils sont allés assez loin. Donc, Guillaume va nous parler de cette expérience qui est très intéressante, et également de qu'est-ce que LAD peut faire en termes d'opération d'aménagement, ce qui peut vous concerner, vous, en tant que commune. Ensuite, comme vous savez, ces webinaires, c'est toujours l'occasion de parler de votre projet en pratique. L'idée, c'est de vous donner un petit peu les billes, les outils en main pour pouvoir passer à l'action et pouvoir avancer dans vos projets. Donc, Maxime vous montrera des outils qui existent déjà pour aider à mieux valoriser les biosourcés dans la commande publique. Comment bien faire des cahiers des charges, se faire accompagner par les bons professionnels, etc. Combien ça coûte, est-ce que ça coûte plus cher ou pas, et les dispositifs de financement qui existent également, puisqu'on verra que souvent, c'est possible dans les appels à projets, dans les aides, euh, de valoriser les biosourcés et de se faire aider à un pourcentage un petit peu plus élevé. Donc voici quel est le programme. Nous avons vu que ça dure de 14h à 15h15 et à la fin, on aura du temps pour les échanges. Vous pouvez également intervenir si vous le souhaitez pendant que les, les intervenants parlent. Et sinon, vous pouvez garder vos questions pour la fin, on y répondra avec plaisir. Donc sans plus attendre, je vais attaquer avec la première partie. Donc on va parler ici des écomatériaux et surtout de leur performance énergétique, climatique et environnementale. Donc ici, je prends ma casquette d'ingénieur énergie-climat pour prendre un peu de recul et se dire d'abord pourquoi est-ce qu'on veut faire des écomatériaux et de vous montrer un petit peu les enjeux stratégiques, nationaux qu'il y a autour de ça, et également locaux, hein, on le verra. Alors le contexte général qui nous entoure, c'est la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route énergie-climat de la France. Cette stratégie, c'est un document assez touffu dans lequel l'objectif principal, c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est de faire diminuer les émissions de carbone de la France suffisamment pour que, comme vous voyez la courbe bleue ici, eh bien, les émissions résiduelles soient absorbées par ce qu'on appelle les puits de carbone. Donc les puits de carbone, c'est essentiellement la biomasse, hein, qui absorbe du CO2, on y reviendra plus tard, afin que les émissions résiduelles, on peut difficilement arriver à zéro émission de CO2 hein, voilà, dans notre système économique. Il y aura toujours des émissions résiduelles, et en plus, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi d'autres gaz à effet de serre qui existent, et bien, puissent être absorbés et compensés en fait par l'absorption qui est faite par les puits de carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle la neutralité de carbone. Donc c'est un principe qui est très important et qui est inscrit maintenant dans les politiques publiques nationales de plusieurs pays. Donc ça, c'est le cadre général. Donc on va un petit peu regarder qu'est-ce que ça implique pour la filière du bâtiment, qui est celle qui nous occupe aujourd'hui. Alors, pour réussir ça, hein, réussir la neutralité carbone, il faut déjà diviser les émissions existantes, hein, on l'a vu, à peu près d'un facteur 6 par rapport à 1990, d'un facteur 5 par rapport à aujourd'hui. Et il faut également augmenter ces fameux puits de carbone, hein, donc c'est cette biomasse qui absorbe le CO2 et le stocke, le fait sortir de l'atmosphère pour rentrer en fait, sur la croûte terrestre. On y reviendra. Donc finalement, faire ça, c'est réduire beaucoup le CO2 qui est émis par les différentes activités humaines françaises, et c'est faire augmenter les puits de cette quantité-là de CO2. Donc la taille des ronds est proportionnelle
aux tonnes de CO2 mises en question, et donc ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il faut faire. Et notamment, le petit rond vert, là, il y a 26 mégatonnes de CO2 qui doivent être stockées par les matériaux. Vous voyez qu'on commence à s'approcher du sujet. Et dans la SNBC, donc c'est multithématique, hein, ça parle de différents sujets. Le bâtiment est concerné à plusieurs niveaux. Il est prévu que l'énergie qui est consommée dans les bâtiments soit totalement décarbonée en 2050, donc le gaz, l'électricité, etc. Il est prévu que les matériaux consommés par le bâtiment et produits par l'industrie soient également fortement décarbonés, vous voyez, moins 80%. Et il est prévu que l'usage des terres et des forêts qui produisent les matériaux qui iront dans les bâtiments soit géré d'une manière que ça augmente les puits de carbone. Donc voilà un peu le contexte. Le bâtiment, ça on le répète à chaque fois qu'on fait un webinaire sur le bâtiment, c'est 43% de la consommation d'énergie nationale et c'est 22% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un secteur qui est important et sur lequel il faut travailler en priorité. Encore un élément de cadre réglementaire, c'est la RE 2020 et le label E+C-. Donc pour ceux qui avaient assisté au webinaire numéro 2 sur la qualité environnementale du bâtiment, j'en avais déjà parlé. Je vous remets ce petit schéma, donc très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Le cadre réglementaire évolue. Il évolue assez lentement, hein, ça fait longtemps qu'on parle de ces sujets, mais ça fait peu de temps que le cadre réglementaire impose des choses au niveau carbone. Donc cette réglementation, elle s'applique aux bâtiments tertiaires, elle est en cours de s'appliquer aux différents types de bâtiments tertiaires, hein, ce n'est pas encore le cas pour tous. Et donc dans la nouvelle RE 2020 qui remplace la RT 2012, hein, pour ceux qui connaissaient la réglementation thermique 2012, cette réglementation environnementale 2020, elle prévoit différents niveaux d'énergie, de 1 à 4, dans lesquels on économise de plus en plus, enfin, on consomme de moins en moins d'énergie, et même on en produit à la fin pour arriver à un bâtiment à énergie positive. Et également, il y a des niveaux de carbone qui est consommé par le bâtiment. Donc, pour atteindre le niveau réglementaire et atteindre des niveaux qui sont encore meilleurs, il faut avoir un bâtiment bas carbone. Et bas carbone, ça concerne deux choses. Ça concerne l'énergie qui est consommée, encore une fois, est-ce qu'elle est décarbonée ou non, et ça concerne aussi les matériaux. Donc les matériaux, finalement, de manière indirecte, ils sont également importants pour respecter la réglementation qui est à venir ou en train d'être appliquée. Il y a également, donc j'ai beaucoup parlé de CO2, je voulais juste rappeler un principe qui est également ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc réduire le CO2, c'est important. Il faut aussi réduire la consommation d'énergie, parce que l'énergie, c'est pas que le CO2, c'est aussi tout un tas de filières qui sont mises en place, qui ont un coût, qui ont d'autres impacts que le CO2, etc. Donc réduire le CO2, c'est très important, la neutralité carbone, mais c'est toujours aussi bien de réduire les consommations d'énergie aux différents niveaux d'un système. Et donc, dans les matériaux, il y a aussi une notion qu'on appelle l'énergie grise. C'est l'énergie qui a été dépensée pour fabriquer, transporter ce matériau jusqu'au bâtiment. Et cette énergie grise, on ne la considère pas en général, elle n'est pas réglementaire, mais elle est assez importante. Et vous voyez ici qu'au fur et à mesure que les bâtiments s'améliorent, donc ça c'est la moyenne actuelle, là c'est un bâtiment qui est rénové, par exemple bien rénové, ensuite des bâtiments basse consommation, etc. Et bien plus le bâtiment s'améliore, plus l'énergie grise finit par présenter un poids important. Vous voyez ici le carré gris qui correspond à l'énergie grise. Finalement, il peut représenter autant d'énergie que ce qui est consommé en fluide par le bâtiment pendant une cinquantaine d'années, voire sur sa durée de vie. Donc à la fin, c'est également important de travailler sur ça. Ça ne sert à rien de vouloir réduire à quelques pouillèmes le chauffage et la consommation d'eau chaude et d'électricité spécifique si on n'a fait aucun effort sur les matériaux, puisque pour fabriquer ces matériaux, on aura dépensé plus que l'eau chaude et le chauffage sur des dizaines d'années. Donc voilà un petit peu cet enjeu également qui est important de réduction de l'énergie grise. Voilà, donc ça je l'ai dit. Et donc un bâtiment, finalement, l'objectif au bâtiment neuf, c'est de consommer peu de fluide, de produire des énergies renouvelables pour compenser ce qui consomme quand même, et d'avoir une faible énergie grise. Et à ce moment-là seulement, on a véritablement un bâtiment vertueux à énergie positive. Voilà vers quoi nous souhaitons nous diriger. Ensuite, un petit rappel des définitions, parce qu'il y a plusieurs mots qui sont pas synonymes, mais qui sont relativement proches. Donc, biosourcé, ça veut tout simplement dire que c'est un matériau qui est entièrement ou partiellement issu de la biomasse animale, biomasse végétale. Maxime nous montrera plein d'exemples tout à l'heure. Après, un produit biosourcé, il est
plus ou moins éco-conçus. Donc, ça n'empêche pas un produit biosourcé d'avoir un impact environnemental. Si le fabricant n'a pas fait d'effort pour le réduire, ces produits ne sera pas forcément très bien éco-conçu, et il faut également faire un effort pour en limiter l'impact au maximum tout au long du cycle de vie. Un produit peut être biodégradable, c'est le cas en général de ces produits biosourcés, c'est-à-dire que vous connaissez, se décompose sous l'action des micro-organismes, et il peut être ou pas issu de l'agriculture biologique. Voilà, pas tous les produits biosourcés le sont, donc ça c'est important aussi pour, on verra qu'il y a les matériaux de construction, mais aussi les matériaux de seconde œuvre, il y a même aussi tout un tas de matériaux d'aménagement, de décoration qui peuvent être ou non biosourcés, des peintures, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de distinguer un petit peu les différentes catégories, et je parlerai des labels qui indiquent dans quelle catégorie fait partie ce produit ou cet autre. Donc finalement, vous voyez qu'on est parti au début des enjeux énergétiques et climatiques. L'intérêt des matériaux biosourcés par rapport aux enjeux que j'ai décrits en premier, ce sont les suivants, donc ils sont renouvelables, ils stockent du carbone, on verra plus en détail ce phénomène, et ils consomment peu d'énergie fossile. Donc renouvelable, ça veut dire que potentiellement, si c'est bien fait, la ressource ne s'épuise pas. Donc ça, dans le monde dans lequel on vit, déjà, c'est quand même très intéressant. Donc c'est pas immédiatement lié au climat, mais c'est plutôt lié à l'aménagement des ressources. Je l'ai mis quand même, parce pour faire le lien avec ce qui nous occupait précédemment. Et ensuite, eh bien, il y a le fait que les biosourcés, on a commencé à le voir, ont une faible émission de CO2 par mètre cube, par kilo produit utilisé. Ces émissions de CO2 peuvent être même négatives, parfois on verra si le matériau il stocke plus de carbone qu'il n'en émet pour être fabriqué, eh bien il aura absorbé du CO2 sur son cycle de vie. En moyenne, on considère que le gain de CO2 moyen est de 60% pour l'ensemble des différents matériaux. Donc, il y a tout type, il y en a qui sont composites ou pas, etc. Mais en moyenne, quand vous mettez du biosourcé, vous faites... Alors, tu me confirmeras, Maxime, ce chiffre ou pas, selon tes sources à toi. C'est évidemment des choses qui sont difficiles à chiffrer, mais en moyenne, on est sur, en tout cas, une économie importante de CO2 pour l'usage de ces matériaux. Et par ailleurs, donc, il y a une faible utilisation des ressources fossiles. Donc ça a deux impacts. Ça a le fait qu'on émet moins de CO2, donc deuxième flèche verte, et on a également une faible consommation d'énergie. Donc voilà d'où ça vient, le fait que les matériaux biosourcés sont bons sur le CO2 et sur l'énergie, ça vient du fait qu'ils stockent, on va voir ce phénomène, et qu'ils consomment peu d'énergie fossile pour leur transformation. Ce stockage dont je parle de tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Le stockage, en fait, c'est que donc la biomasse, pour sa croissance, absorbe du CO2, ça vous le savez, et dans son cycle naturel, elle se décompose et finit par relarguer ce CO2 au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe si on prélève cette biomasse, si on vient la stocker dans un bâtiment qui, lui, peut avoir une durée de vie probablement importante et dont la fin de vie est potentiellement différente de celle d'un arbre en forêt? Ce qui se passe, c'est qu'on va fixer du CO2, on capter, il y a plusieurs mots, de l'atmosphère, donc s'il était à l'état de gaz dans l'atmosphère, on le fixe finalement dans la croûte terrestre en le faisant passer dans l'arbre l'utilise pour sa croissance, et nous on le met dans un bâtiment, et qui ensuite probablement pourra être démoli et peut-être stocké sous terre, etc. En tout cas, alors, la durée de stockage, elle est toujours en débat, mais elle est relativement longue. En tout cas, on prend du CO2 dans l'atmosphère et on le stocke dans la croûte terrestre. Et donc, on fait l'inverse de ce qu'on fait quand on émet des gaz à effet de serre, quand votre voiture consomme de l'essence et émet les gaz par le pot d'échappement. Et bien, évidemment, on rejette des gaz à effet de serre. Donc là, c'est vraiment l'inverse. On stocke du carbone de l'atmosphère à la croûte terrestre. Par ailleurs, il y a l'effet de substitution. Substitution, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser des matériaux qui ont un fort impact et qui ont une forte émission de gaz à effet de serre, on va utiliser des matériaux qui en ont pas ou peu. Donc on évite le recours à des matériaux fortement émetteurs de CO2. Donc c'est deux effets en fait qui viennent se cumuler. Et j'ai remis là la petite descente de la stratégie française. Donc le jaune, c'est qu'on évite d'utiliser des choses qui émettent du CO2. Donc on fait descendre la courbe bleue là. Et en plus, le vert, c'est que on a un stock qui vient avoir un effet impactant dans le sens inverse, qui a un impact, qui a une émission négative. Donc vraiment, le fait d'utiliser du biosourcé, ça a ces deux impacts-là, et donc ça vient fortement contribuer aux objectifs climatiques.
Maintenant, je voulais aussi montrer quelques points qui sont assez intéressants au niveau du bâtiment lui-même, au niveau technique, au niveau environnemental. Donc, en général, ça, c'est une étude qui est tirée d'une publication de l'ADEME, hein, l'Agence de l'environnement. Donc, encore une fois, la diversité des matériaux fait qu'il faut voir un peu au cas par cas, mais globalement, ces matériaux, ils ont une bonne performance technique en termes de propriétés thermiques et acoustiques, ça c'est intéressant, en termes de régulation du confort d'été, qui est une problématique dont on fait tous face en ce moment, notamment les isolants, mais aussi les matériaux de structure, et ils permettent d'avoir un impact sur le confort d'été. Il y a ce qu'on appelle une régulation de l'hygrométrie, c'est un peu technique, mais globalement, ça augmente le confort. Et il y a une bonne durabilité dans le temps. Et il y a également un certain nombre d'avantages environnementaux, en plus des aspects purement climat. Il y a le fait que voilà, ça peut valoriser les cultures locales, ça émet peu de gaz qui sont mauvais pour la santé, etc. Il y a un impact positif sur l'emploi. Donc il y a quand même tout un tas d'avantages qui sont intéressants, notamment en tant que décideur public. Lorsqu'on fait appel à ces filières, eh bien, on a un impact intéressant dans le bâtiment, mais aussi dans l'entourage sur son territoire. Donc finalement, il y a un intérêt au niveau du bâtiment, du territoire et au niveau national. Donc ça, c'est un exemple du PLU de Nantes Métropole, hein, tout simplement, où on voit pour la maçonnerie et pour l'isolation, on voit différents matériaux, hein, et on a un peu une gradation, vous voyez, sur les deux indicateurs que j'ai indiqués, hein, énergie grise et effet de serre, une gradation du plus mauvais au meilleur, hein, et donc souvent les plus mauvais, c'est le béton, c'est le polystyrène, qui sont chimiques, qui utilisent des ressources qui sont en épuisement, qui ont un mauvais bilan de gaz à effet de serre et un mauvais bilan énergétique. Et donc après, on a des matériaux qui sont neutres, qui sont bons, qui sont même excellents. Voilà un peu pour avoir une idée un peu de la gradation entre ces différents matériaux. Ça, je passe un peu rapidement. Il y a aussi des labels qui existent, donc c'est pas forcément pour directement pour la construction, c'est aussi pour tous les revêtements et tous les produits auxquels vous pouvez faire appel dans le bâtiment en dehors du gros œuvre, hein, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a des labels qui existent et qui certifient la gestion durable des ressources en biomasse, etc., qui sont des conditions pour que ce que j'ai dit précédemment s'applique. Rapidement, avant de laisser la main, la situation actuelle, quelle est-elle, hein, des bâtiments, des matériaux dans les bâtiments? Vous voyez, là, pour différents types de bâtiments, quels matériaux on utilise? Eh bien, on utilise beaucoup de béton, de parpaing, d'acier, de briques. Et donc le bois, hein, et donc ses dérivés, le matériau biosourcé dans la construction, c'est essentiellement du bois, hein, pas que, mais c'est ça qui fait le gros du bataillon. Eh bien, vous voyez, on est entre 2 et 10% pour ces différents, selon les types de bâtiments. Et en fait, en moyenne, on a à peu près 8% pour l'utilisation, voilà, pour l'isolant, pour les fenêtres, etc. Donc on est, malgré ce potentiel révélé, on n'est pas encore très très avancé. Et pourtant, il y a une étude qui montre que pour respecter les ambitions de la stratégie nationale bas carbone, il faudrait pas mal augmenter à l'horizon 2030, à l'horizon 2050, et donc multiplier au moins les volumes par 2,5 par rapport il y a quelques années. Donc voilà pour ce cas général, hein, vous voyez des choses intéressantes, mais encore un retard à essayer de compenser, pouvoir avancer dans la bonne direction et profiter des avantages de ces matériaux. Donc maintenant que j'ai fini avec ma théorie, je vais laisser la parole à Maxime qui, lui, va être plus concret, qui va vous montrer concrètement quelles sont les différentes filières, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Donc, Maxime, je vais garder la main sur les diapos, mais je te laisse commenter. Et puis, fais-moi signe si jamais je passe pas assez vite les diapos. C'est bon pour Merci, toi? N'hésite pas Frédéric. à te présenter au tout début, hein. Je t'ai présenté rapidement, mais voilà, redire qui tu es en quelques mots. Ça marche. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Maxime Baudran, prescripteur bois chez Fibois Pays de la Loire, qui est en fait l'association qui promeut la filière forêt-bois à l'échelle de Pays de la Loire. Donc là, vous avez sur la photo notre siège, hein, nos bureaux qui sont sur l'île de Nantes, à côté des machines de l'île. Et justement, ce bâtiment est assez intéressant parce qu'il va fêter ses 10 ans dans peu de temps. Et on a voulu très tôt montrer que le bois avait sa place aussi en ville. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on a l'impression que le matériau bois
C'est un matériau qui est plutôt fait pour des projets ruraux. C'est plutôt un matériau nouveau, et ça c'est faux parce que alors les Suisses par exemple le qualifient plutôt de plus vieux matériau d'avenir. Ça fait des années qu'on dit que c'est un matériau d'avenir, mais ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on construit avec, même si le bois est effectivement un challenger en termes de part de marché, comme tu l'as montré Frédéric. On a l'impression qu'on parle beaucoup du bois et des biosourcés, mais en fin de compte, il se construit encore peu de projets, même si c'est en développement. Et c'est aussi ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a des exemples de réalisation sur des équipements publics. On a des filières qui se structurent en région, évidemment sur la filière bois, mais aussi sur d'autres filières issues plutôt de l'agriculture. Et je trouve intéressant que la forêt et l'agriculture soit aussi une ressource pour construire. Et en Pays de la Loire, on est particulièrement fourni en termes de capacité de ressources dans les filières biosourcées. Je veux bien le slide suivant. Alors, pour ne pas faire de redite, oui, les matériaux biosourcés, aujourd'hui, on identifie 3 filières principales. La filière végétale, les filières végétales, les filières animales et celles issues du recyclage. Je vais surtout vous parler de la première et de la troisième. Les filières animales, que sont principalement dans l'isolation, la laine de mouton et les plumes de canard, ne sont pas particulièrement des filières très développées dans notre région. Donc, on est plutôt sur les filières végétales et issues du recyclage qui sont elles-mêmes issues des filières végétales. Le slide suivant. Alors, le bois, évidemment, c'est un peu le grand frère des filières biosourcées. Alors, je pense que vous connaissez pour certains peut-être déjà un petit peu les principes constructifs du bois. Et ce qui est assez rassurant dans le bois, c'est qu'on a des standards. C'est qu'en fait, pendant des années, on a un petit peu cherché, entre guillemets, des standards. Et un peu comme le béton et le métal, aujourd'hui, on est en mesure de construire avec des vrais standards de construction qui sont régis par des réglementations, par des normes, parce qu'on a des techniques courantes qui sont tout à fait assurables au même titre que les autres techniques dites traditionnelles. Et vous allez voir que dans les autres filières biosourcées, la dynamique, elle est identique. C'est qu'il y a cette volonté d'aller vers des techniques qui sont donc dites courantes d'un point de vue assurantiel et qui permettent de positionner ces matériaux sur des équipements publics, sur des logements collectifs, sur des bâtiments où vous aurez un bureau de contrôle qui, par exemple, va faire son rôle de contrôler le domaine d'emploi des matériaux vis-à-vis de leur assurabilité. Donc là, vous avez les 3 principales techniques, le sature-bois, qui représente 80% du marché, le poteau-poutre, là, la photo d'ailleurs, c'est notre bâtiment, qui reprend un peu les codes du poteau-poutre en béton, par exemple, et le panneau lamellé croisé ou CLT. En fait, c'est un système de panneaux en bois massif, donc c'est des lamelles croisées, à pics croisés, qui est structuré un peu au même titre que des voiles en béton, où là, on a un peu le même principe, c'est des voiles en bois qui servent de support de plancher, support de mur ou de toiture, et dans lesquels on va rajouter au même titre que le sature-bois un isolant, une membrane d'étanchéité à l'eau, à l'air, un revêtement de façade. Et ça, c'est des techniques qui se développent, en tout cas pour le CLT, particulièrement dans des ouvrages de plusieurs étages, principalement. C'est là-dessus. Sur les autres filières biosourcées, on est sur des usages qui sont beaucoup sur l'isolation, donc beaucoup sur l'enveloppe, mais on va retrouver des codes de matériaux qui sont identiques aux autres isolants issus de la pétrochimie ou des filières minérales. On va trouver des isolants en panneaux ou en rouleaux, on va trouver des isolants en vrac ou des isolants un peu particuliers comme peut l'être la paille sous son format box ou son format paille hachée, je l'évoquerai un petit peu après. Et puis, ce qu'on appelle aussi les bétons végétaux, ou les mortiers, ou les chaux-chanvres, qui sont principalement fabriqués à partir justement de chêne-vote, qui est le copeau, la tige de la plante du chanvre. Donc ça, c'est des bétons végétaux qui se développent aussi énormément, et je vais vous montrer qu'on a déjà des exemples de réalisation dans votre territoire. Et là, vous avez, pardon, excuse-moi, Frédéric, vous avez aussi, j'ai mis par exemple les logos des principaux fabricants régionaux ou proches de la région, Biofibre à Cavac, Batipac pour le carton alvéolé, Copano pour le panneau fabriqué à partir de paille tissée, Igloo pour la ouate de cellulose, Chanvre et Paysan pour le chanvre en circuit court, Yellow pour la paille hachée, qui est un produit nouveau qui arrive sur le marché, qui permet aussi d'être utilisé sous forme d'insufflation
pour remplir des caissons de toiture ou de mur, au même titre que la ouate de cellulose. La botte de paille dite à façon industrielle, vous avez des formats de bottes de paille qui sont aujourd'hui les formats traditionnels, la fameuse botte 37 par 47, 37 d'épaisseur, 47 de largeur. Et on a aussi maintenant des bottes de paille qui sont adaptées aux standards de l'ossature bois, c'est-à-dire des anthrax de 60, largeur de 60 et épaisseur de 22. Donc on parle aussi de bottes de 22 et de bottes complètement configurées pour la construction. Je veux bien le slide suivant. Frédéric, merci. Et pour illustrer mes propos, rien de mieux que des exemples de réalisation, peut-être que certaines vous les connaissez. Là, j'aurais pu en prendre davantage, mais voilà, j'ai pris un petit peu au hasard pour vous montrer que très facilement, on peut trouver des exemples de construction biosourcée sur votre territoire. Là, ici, c'est des services techniques qui ont un peu plus de 10 ans, construits en ossature bois, mais aussi avec une charpente métallique dans laquelle on a des boîtes en bois, on le voit sur la photo de droite, des murs ossature bois qui sont remplis d'isolants à partir de laine de bois ou de ouate de cellulose. Voilà, ça c'est des isolants aujourd'hui assez conventionnels qu'on peut trouver comme une alternative facile pour utiliser des isolants biosourcés. Projet suivant. Merci. Ça, c'est un projet voilà, qui a été livré il y a un peu plus récemment. C'est le restaurant scolaire, c'est l'extension d'une école à Saint-Nazaire, où vous avez en fait à la fois une ossature bois qui est remplie d'isolants biosourcés et une toiture végétalisée qui aussi contribue au déphasage du bâtiment et du confort thermique, surtout estival, du bâtiment. Parce que c'est vrai que l'ossature bois, la construction bois de manière générale est une construction dite légère. Et souvent, on la met un petit peu en opposition aux constructions dites lourdes, comme le béton, et ça peut être un handicap. Et donc, particulièrement en confort d'été, parce que l'ossature bois, la construction bois, n'a pas ce déphasage, cette inertie que le béton a. Et pour en fait compenser cette faible inertie, on a l'intérêt de pouvoir associer des isolants, comme les isolants biosourcés, qui ont un déphasage plus intéressant que les laines minérales, tout simplement par le fait que c'est des isolants qui sont plus denses, plus lourds. Par exemple, une laine de bois, c'est à peu près entre 50 et 60 kg du mètre cube. Une laine de verre, c'est entre 20 et 25 kg du mètre cube. Donc forcément, on le ressent en termes de déphasage thermique. Je prends toujours cette image des combles aménagés que certains ont peut-être chez eux. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et il suffit de voir comment on peut avoir des surchauffes importantes dans des combles aménagés, parce que 95% des cas, on a un isolant de faible déphasage, type laine de verre, qui forcément amène en fait un passage de l'air chaud très rapide dans le bâtiment. Et ça, en période estivale, ça peut être assez compliqué. Donc, du coup, en ossature bois, c'est vrai que, en tout cas, dans la filière bois, on pousse aussi l'usage des filières autres biosourcées en isolation, parce que c'est vraiment un très bon complément. Projet suivant. Juste pour dire qu'il y a un déphasage entre ta parole et la mienne, mon action, donc c'est normal, à chaque fois, ça met quelques secondes à changer la diapo. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est moi qui suis. J'essaie de respecter le timing. Ça, c'est un projet aussi qui est assez récent. Bon, vous êtes tous au courant du projet, c'est plus un projet, de la construction du parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire, entre autres. Et en fait, EDF, Énergie Renouvelable, a construit une base de maintenance de ce parc à la Turballe. Et ils ont fait les choix d'aller vers une construction dite bas carbone. Et l'architecte Canilla a fait la proposition dans un programme qui n'était pas fléché biosourcé, qui avait un budget d'un projet de base de maintenance. L'architecte a fait le choix de proposer des matériaux biosourcés parce qu'il maîtrisait en fait ce sujet. Et là, on va être très rapidement, on va rentrer dans le sujet de comment appréhender cette question des biosourcés. Ça commence évidemment par l'accompagnement et le recours à des équipes de maîtrise d'œuvre qui sont formées et compétents en biosourcés. Ça, c'est évident, parce qu'on a des mises en œuvre particulières. Là, vous avez un exemple d'un bâtiment qui est à la fois en structure donc CLT et construction ossature bois. Et puis, on a le recours en fait à du béton de chambre. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail technique, je n'ai pas le temps, mais le béton de chambre, en fait, est un béton qui est non porteur et qui doit être porté par une ossature, un squelette. Et très souvent, le squelette est en bois et le béton vient en remplissage de cette ossature bois. Et ce béton végétal, il a l'avantage de tous les bétons. C'est un matériau très lourd. Alors, c'est un béton léger qui fait à peu près 250 kg du mètre cube, mais qui a cet avantage d'amener un vrai déphasage, encore plus important qu'un isolant
souple. Il a aussi l'avantage d'amener de la perspirance, de la régulation hygrothermique. Il a l'avantage aussi d'amener des performances acoustiques. Donc, c'est un matériau assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis, c'est un matériau à changement de phase, le béton de chambre. Quand on est en été, en fait, le béton de chambre va diffuser la vapeur d'eau et donc ça va créer en fait un comportement de rafraîchissement naturel dans le bâtiment. Donc, on va avoir un sentiment de rafraîchissement et au contraire, en période hivernale, le béton de chambre, par changement de phase de l'état de l'eau, il va produire des calories et donc ça va produire de la chaleur et donc ça va préchauffer entre guillemets votre bâtiment naturellement. Donc, le béton de chambre a des propriétés de changement de phase assez incroyables aussi de ce point de vue-là. Projet suivant. Merci. Ça, c'est un projet assez récent qui a été livré l'an dernier. C'est la maison de santé à Saint-Joachim. Je le prononce bien, j'espère, Saint-Joachim, parce que j'ai toujours un doute. Pardon pour le doute. Donc ça, c'est un bâtiment qui est tout en CLT. On le voit sur la photo de droite, le CLT est laissé apparent. Donc, on a aussi l'économie, je dirais, de laisser la structure à l'état brut, comme on pourrait le faire avec du béton. Donc, on a des solutions de structure bois brute qui peuvent être aussi intéressantes à laisser apparent en intérieur. Un bâtiment qui n'est pas entièrement bardé de bois, parce que ça, c'est aussi l'idée reçue que construire en bois, c'est du bardage bois partout. Et là, ce n'est pas le cas. Vous voyez, on a un CLT qui ensuite sert de support pour une isolation thermique par l'extérieur, qui est en fibre de bois, et qui en fait sert aussi de support à un enduit. Donc, on peut tout à fait avoir un bâtiment tout en biosourcé, en structure bois, isolation biosourcée, mais avec un aspect minéral. Donc ça, ce n'est pas du tout un frein en termes d'esthétique ou de construction de se dire on va être obligé de mettre du bardage. Parce qu'on a des vraies questions, évidemment, sur la question du vieillissement, et on a tout un panel de choix de parements aussi diversifié que sur un support béton. Projet suivant, s'il te plaît. Là, c'est juste pour le clin d'œil aussi, même si ce n'est pas tout à fait le sujet. Là, c'est un exemple d'un projet assez intéressant en dents creuses à Saint-Nazaire, le projet L'Écluse, qui est un projet en structure bois avec un revêtement tout zinc. C'est vrai que ce projet, il a l'avantage d'être en filière sèche, donc de construire, d'être un chantier propre en milieu urbain, ça peut être assez intéressant, avec peu de nuisances. Ça, la construction bois est aussi un atout en termes d'intégration urbaine de ce point de vue-là. Projet suivant. Et puis, pour aller progressivement sur le sujet de Guillaume, j'ai voulu quand même parler très rapidement de ce projet Écoloco. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir dessus parce que Guillaume le fera. Mais voilà, on commence à voir émerger des opérations de petits logements individuels groupés où là, on a un travail de fond avec une équipe compétente qui a su utiliser du bois, une isolation de paille et aussi de la terre. Mais je laisserai Guillaume en parler plus précisément tout à l'heure. Donc, on peut passer rapidement. Et puis, toujours pour aller dans la transition avec Guillaume, on a aussi cette option de logement participatif où on voit que le bois, il peut s'intégrer dans des opérations relativement denses. On va construire un étage, on va densifier les logements. Et là, en fait, on a un projet qui n'est pas uniquement bois. On a, par exemple, on ne le voit pas ici sur cette photo, mais pour des questions de choix technico-économiques, on a des refends qui sont parce qu'on que évidemment, je suis là pour vous parler de filière biosourcée, mais aussi pour vous parler de mixité de matériaux. Et moi, je pense que demain, le bâtiment idéal ne sera pas uniquement en bois, uniquement en biosourcé. Il y aura encore du béton, il y aura encore du métal, évidemment. Mais l'enjeu pour vous, c'est essayer de trouver la meilleure combinaison possible. Parce qu'on sait qu'il y a des enjeux techniques, économiques qui font que chaque matériau a des avantages, le bois, le béton, le métal, y compris. Et il faut essayer d'en tirer le profit pour avoir des bâtiments qui soient performants d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, performantiel, confort d'été, confort d'hiver, mais aussi aller vers une diminution de l'impact carbone de ces matériaux, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut aller vers des matériaux renouvelables, il faut aller vers des matériaux qui ont une capacité à stocker du carbone, qui sont moins émetteurs de carbone, et la stratégie nationale bas carbone est vraiment la traduction de tout ça. J'ai presque fini, je crois. Et pour conclure, juste quand même vous parler 30 secondes de ce projet du PNR de Brière qui vise à mettre en avant une filière qui est très locale, le roseau. Et là, il y a une vraie dynamique du PNR de Brière sur ce sujet qui, comme on le voit sur cette opération, c'est un projet de maison individuelle qui est d'ailleurs avec l'architecte du projet Écoloco précédemment, où l'architecte Clémence Cazenave à Savenay a construit sa propre maison et étant dans une zone très proche du Marais, s'est dit
pourquoi pas faire de l'architecture de cueillette, c'est-à-dire aller vers une démarche d'utiliser un matériau local, le roseau, et de voir comment on peut l'utiliser. Et dans ce projet, qui est vraiment un projet très exemplaire, le roseau est utilisé de deux manières assez innovantes, en isolation en vrac, dans l'ossature bois, comme on le voit sur la photo en bas à gauche, et en chaume, mais en chaume vertical. Et on a une utilisation assez intéressante du roseau, combiné à l'ossature bois, et aussi avec de la terre. Vous avez aussi des briques de terre crue qui sont utilisées en cloison intérieure pour amener de l'inertie au bâtiment. Voilà, je pense que j'ai fini ma première partie, si je ne me trompe pas. Ah Euh, oui, puis après, pour les juste petits encore, c'est exemples. très rapidement, c'était pour montrer que le roseau est déjà présent aussi dans des gros équipements publics. Alors ça, c'est un projet qui est à La Roche-sur-Yon, c'est le projet Beautour, un bâtiment qui a été construit déjà il y a presque il y a 10 ans et qui fait aussi un usage très pertinent du roseau. Donc, je vous encourage fortement à vous intéresser à votre ressource locale parce qu'on a évidemment des ouvrages très, très bien intégrés dans l'environnement, performants en termes de thermique estivale. Donc, voilà, c'est vraiment très, très pertinent. Et là, je pense que j'ai terminé pour ma première partie. Presque. Il y a encore ça, c'est la dernière diapo. Ah, j'ai encore ça. Et en tout cas, tu Oui, avais alors terminé sur c'est les la vraie ouvrages. conclusion, autant pour moi. Oui, alors en fait, juste très rapidement, pour vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Fibois fait partie d'un collectif biosourcé qui met en avant toutes les filières biosourcées. Et ça, c'est intéressant pour vous parce que c'est une porte d'entrée sur toutes les filières. C'est un peu ce guichet unique qui manquait en Pays de la Loire et qui permet d'avoir une vision très large de toutes les filières. Donc, n'hésitez pas à solliciter le collectif. Fibois en fait partie. Donc, si vous sollicitez Fibois, ce sera une porte d'entrée aussi du collectif. Le Pénard de Brière en fait partie. La région, Nova Build, la préfecture de Pays de la Loire, évidemment le chanvre, la paille, la terre et Cobat font partie de ce collectif. Donc, on est vraiment dans une dynamique collective pour développer l'ensemble des filières biosourcées à l'échelle régionale. Ok, super, Je pense que merci c'est pour bon. ce. Oui, là, tu as fini pour l'instant, mais tu vas revenir après. Je reviens. Merci, c'est très inspirant. En effet, ça montre que il y a des grandes possibilités de construire des bâtiments publics de types différents, de formes, tailles différentes et en effet de styles également différents. Donc c'est assez inspirant de voir ça. Et donc c'est bon de savoir qu'il y a des filières qui sont structurées également en région Pays de la Loire, parce que c'est des filières locales, donc par définition, voilà, il faut qu'elles se structurent territoire par territoire. Donc c'est intéressant de savoir que ça s'est structuré et ça fait le lien avec la partie suivante où je vais faire venir Guillaume. En fait, si on a la chance d'avoir ces filières qui sont maintenant matures, qui sont capables de proposer des solutions, de se coordonner, c'est parce qu'il y a des gens qui ont à une époque eu de la vision et pris peut-être à l'époque un tout petit peu des risques pour en tout cas impulser et aller plus loin. Et le plus loin d'avant, bah, c'est la pratique de maintenant en général. Alors, juste pour dire aussi qu'en effet, tu as bien fait d'inciter Maxime sur le fait qu'il ne faut pas être dogmatique non plus et que le but, c'est de chercher une optimisation au niveau voilà, technique, des usages climatiques, environnementaux, etc. Et donc, en effet, on ne se passera pas complètement des autres types de matériaux, mais c'est bien de pouvoir prendre le meilleur de chaque type. Donc, Guillaume, si tu es prêt, euh, je souhaite faire appel à toi pour que tu nous parles plus de ce que vous avez fait sur le projet de la ZAC à Guérande, du coup, en termes voilà, d'intégration de ces matériaux et de structuration des filières. Merci Frédéric. Donc, bonjour à toutes et à tous, Guillaume Depré. Donc, moi, je suis responsable d'opération à Loire-Atlantique Développement. Une présentation très très rapide de LAD. Donc, c'est une agence d'ingénierie publique qui comporte plusieurs entités, dont notamment le CAUE, donc, qui est une association qui promeut l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement du territoire en Loire-Atlantique. Vous avez une partie qui est la SPL, donc une société publique locale qui peut répondre donc, qui répond uniquement aux collectivités, et puis une partie SEM qui est historiquement la CELA, qui répond également aux collectivités, mais dans un cadre plus concurrentiel. Et puis une dernière entité qui est le GIE, qui est tout simplement en fait toutes les fonctions support de LAD. Donc vous avez un service foncier, un service, une direction de construction et rénovation énergétique, enfin tous les services supports qui nous accompagnent au quotidien dans les différentes missions qu'on peut avoir chez LAD. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, donc une présentation qui va se faire en 3 étapes. L'objectif, en fait, étant de
vous montrer comment sur la ZAC, on a réussi à intégrer petit à petit ces matériaux biosourcés et géosourcés. L'idée étant qu'on puisse présenter notre démarche qui, en fait, s'est faite depuis un petit moment, puisque la ZAC a été créée en 2007 et nous, on a été désignés comme concessionnaire par la ville de Guérande en 2012. Donc, vous voyez que c'est un projet très, très long qui se termine donc, normalement en 2029 et sur lequel on avance petit à petit, pas à pas, tranche après tranche. L'idée étant de prendre à chaque fois des retours d'expérience sur ce qu'on a pu réaliser, ce qui a fonctionné et sur ce qui également n'a pas fonctionné et qu'on puisse le partager avec les acteurs avec qui on travaille au quotidien pour qu'on puisse faire mieux au sein de cette ZAC-là et puis plus généralement, nous, au sein de nos opérations à travers tout le territoire de Loire-Atlantique. Un petit focus. Donc, si vous ne la connaissez pas, donc la ZAC est située au nord-ouest de Guérande. On est à peu près à 800 mètres des remparts. C'est en fait tout un quartier qui vient en limite en fait de l'urbanisation. Donc, on a toute la partie bâtie existante qui est au sud. Et puis après, on avait tous les espaces naturels. Donc, elle venait en fait, on va dire, créer. Et c'est comme ça qu'elle a été d'ailleurs dénommée au départ un éco-rempart qui était le principe de base de l'architecte Eduardo Souto de Moura, qui était l'idée d'avoir des deux mains en fait qui venaient s'entrelacer entre la partie on va dire naturelle et puis la partie urbaine. Donc un quartier qui est sur environ 31 hectares avec donc le concédant la ville de Guérande, nous en tant que maîtrise d'ouvrage et puis la maîtrise d'œuvre. Guillaume, j'ai perdu le son, je ne sais pas si c'est que moi. Allô? Oui, moi je t'entends Frédéric, mais c'est bloqué je pense. On t'entend, là je t'entends. Tu m'entends? Ouais. Le diaporama, je pense que c'est bloqué. Alors du coup, j'ai pas dû entendre que tu me demandais de passer à la Ah, suivante, pardon. surtout. Pas de problème. Les chiffres clés, donc, je vous l'ai dit, 31 hectares à peu près de superficie de ZAC. On a à peu près 55%, comme vous voyez là sur la partie gauche, d'espaces qui ne sont pas construits. Donc, soit des espaces agricoles préservés, soit des espaces naturels donc, qui ont été plutôt renforcés sur le corridor écologique, donc, qui vient en fait symboliser la barrière d'urbanisation. Et puis aussi des grands espaces naturels. L'idée étant de densifier sur la partie bâtie pour dégager aussi des espaces verts plus importants. Et sur les autres 45% restants, on va avoir donc 675 logements qui vont être livrés à terme, dont 37% de logements locatifs aidés, 17% d'accession abordable, et puis une partie en habitat participatif qu'on a pu voir tout à l'heure en photo par le biais de la présentation de Maxime, et également toute une partie commerce et services. Aujourd'hui, alors là, il y a une petite coquille. À la fin 2022, on est à peu près à 250 logements livrés. On est rendu donc à une ZAC qui est divisée en 4 tranches et aujourd'hui, on attaque la troisième tranche. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, la première partie, c'est plutôt la phase programmation. On va le distinguer une partie programmation et une partie réalisation. L'idée étant de montrer qu'en fait, on travaille avec les matériaux biosourcés et géosourcés d'abord, puisque on a été, comment dire, la commande publique nous a été donnée d'intégrer ces différents objectifs-là. Et donc, je vous en ai remis à gauche. Ces objectifs-là, c'est des objectifs qu'on a écrits avec la ville et avec les différents acteurs. Donc, en 2012 et 2014, des ateliers ont été réalisés avec donc les constructeurs, les opérateurs, les élus, les habitants, afin qu'on puisse définir ce qu'on voulait faire de la ZAC Maisonneuve. Et l'idée était de partager les objectifs et aussi les moyens qu'on allait mettre en place pour pouvoir y arriver. De ces ateliers sont ressortis plusieurs objectifs qui ont été traduits à travers une charte qui aujourd'hui encore est signée par l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la ZAC, avec des grands axes. Et donc là, je vous ai mis les axes qui correspondent à notre thématique d'aujourd'hui. Donc, construire le projet avec les professionnels de l'immobilier, les habitants, dans une démarche d'amélioration continue. Donc ça, je viens de
en parler. Favoriser les initiatives locales, on le verra tout à l'heure à travers notamment les groupements d'entreprises qui travaillent sur le projet. Construire des bâtiments innovants en matière d'énergie, d'utilisation de matériaux et savoir-faire locaux et de santé. Donc là, on est en plein dans la thématique d'aujourd'hui. Et puis, utiliser les ressources du site, la terre, le vent et puis également le soleil. Dans les moyens mis en œuvre, donc, je vous en ai parlé très rapidement, la démarche d'éco-partenariat local signée par la ville, nous-mêmes et puis l'ensemble des participants. Des études qui ont été réalisées aussi très tôt, en fait, dès la phase programmation, avec des partenariats, notamment avec l'IFSTAR, pour tout ce qui était analyse de terre pendant les fouilles archéologiques. Également des partenariats avec l'école d'architecture de Rennes et puis l'unité de Saint-Nazaire, pour que des prototypes, notamment de terre, soient réalisés, pour qu'on puisse ensuite les analyser et voir comment on pouvait utiliser cette terre. Et puis, de manière un petit peu globale, des objectifs qui sont inscrits, nous, dans nos cahiers de préconisation pour les opérateurs, que ce soit pour les bailleurs, les promoteurs ou également pour les terrains à bâtir. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, on arrive à cette fameuse flèche qui vient en fait symboliser un peu notre évolution tranche par tranche. On va se concentrer donc là sur la première. On est là plutôt entre 2014 et 2016, donc dans un contexte qui était un petit peu plus difficile, un contexte économique plus difficile, mais aussi nous on venait en fait, on arrivait sur une zone qui était d'anciennes terres maraîchères. En limite du centre-ville de Guérande, avec peu de logements collectifs, peu de densité, et sur la partie terrain à bâtir, des terrains qui étaient quand même assez grands. Donc, il fallait aussi amener un peu de pédagogie et de sensibilisation envers soit les opérateurs, mais aussi envers les habitants, surtout envers les habitants, pour leur faire accepter une nouvelle densité et une nouvelle façon d'aménager. Donc, on était vraiment dans des objectifs plutôt il fallait attirer les opérateurs et les constructeurs pour venir construire à Guérande. Donc, on était dans une logique vis-à-vis des objectifs environnementaux, dans une logique de préconisation. On invitait les opérateurs et constructeurs à utiliser des matériaux biosourcés et géosourcés. Néanmoins, on ne les obligeait pas. L'objectif, je le rappelle encore, était plutôt de les faire venir sur le quartier. Si tu peux passer à la slide, s'il te plaît. Donc, en termes de résultats, vous avez quelques illustrations juste en dessous. On a beaucoup travaillé sur les bâtiments, les formes des bâtiments, comment on peut faire accepter une nouvelle densité à Guérande. Vous avez, par exemple, sur la troisième photo, du logement collectif avec un travail important sur les toitures pour qu'on puisse voir qu'en fait, du collectif, ça peut presque être aussi haut qu'une maison individuelle. Et qui en termes d'insertion, ça peut être même plus intéressant. Donc, c'était vraiment ce travail d'insertion urbaine et architecturale. En termes purement de matériaux, là, on était un peu plus loin de ce qu'on espérait. On a eu une maison à Ossature-Bois et une maison qui a utilisé des isolants biosourcés sur à peu près une trentaine de maisons. On a quand même eu des très belles réalisations alors d'un point de vue architectural sur de la maison classique, mais aussi sur les logements collectifs avec l'habitat participatif qu'a montré Maxime tout à l'heure, où là on est avec de l'ossature bois. Et puis de manière générale, notre objectif premier étant d'attirer les opérateurs, il a été réussi. Néanmoins, sur la partie matériaux, on souhaitait aller plus loin. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc là, on arrive sur la tranche 2, on est plutôt en 2018. Le contexte n'est plus du tout le même. Ça y est, les opérateurs savent que construire sur Guérande et commercialiser derrière, ça marche. Que les constructeurs savent aussi que la commercialisation se passe plutôt bien et qu'on peut venir sur Guérande sans avoir de problèmes derrière. Donc, nous, en accord avec la ville de Guérande, on a voulu aller un petit peu plus loin et passer de la logique de préconisation à de la prescription. C'est-à-dire là, on oblige les opérateurs, bailleurs, promoteurs et constructeurs de maisons individuelles à utiliser des matériaux biosourcés. Tout le travail qui a été fait sur la partie îlot collectif, voilà ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les opérateurs, promoteurs, bailleurs, sur les compétences nécessaires au sein de la maîtrise d'œuvre à avoir pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. On a donc des îlots collectifs avec des systèmes constructifs qui sont mixtes, donc bois-béton. On a eu également de l'intégration de la terre. J'en parlerai un petit peu plus tard
mais on a en tout cas les premières cloisons qui sont apparues sur ces îlots collectifs-là. Et puis, on a également l'isolation biosourcée qui a été faite sur différents bâtiments au sein de ces opérations-là. Pour la petite info, on a eu 2 projets reconnus donc l'année dernière, une pyramide d'argent et de l'innovation industrielle pour un îlot qui était porté par les filles, et puis aussi le trophée coup de cœur de l'innovation HLM pour le CISN. Voilà, donc une reconnaissance du travail quand même qui a été réalisé, notamment sur la partie matériaux. Sur la partie terrain à bâtir, alors là, on est parti d'un constat qu'on a voulu partager donc avec Fibois, sur lequel on n'arrivait pas à faire venir en fait nous les acteurs de la filière biosourcée sur le site, soit parce que ils n'étaient pas forcément connus par les acquéreurs qui venaient, on va dire, sur le terrain. Ils regardaient les premiers panneaux de commercialisation qu'il y avait et puis ils prenaient le constructeur qui était un peu tout le temps là, quoi. Donc l'idée était de partager le constat avec Maxime de comment on fait pour faire venir ces acteurs-là sur la ZAC. On a fait une première réunion avec des acteurs de la filière biosourcée pour leur partager ce constat-là et leur proposer donc de venir travailler sur la ZAC à travers des montages, des allotissements en fait, de terrain qu'on a fait autant sur des terrains abordables, donc des terrains sur lesquels la collectivité fait l'effort de vendre le foncier moins cher pour accueillir des primo-accédants ou des familles à revenus modestes. On l'a fait autant sur ces parties-là que sur du terrain libre de constructeurs, où on vient en fait imposer à l'acquéreur un constructeur avec une maison sur lequel nous, on aura travaillé en amont à travers donc l'utilisation de matériaux biosourcés, soit en structure, soit en isolation, ou les deux. En tout cas, dès le départ, quand on a lancé cette branche-là, la commercialisation, ce qu'on obligeait que ce soit des terrains libres de constructeurs ou des terrains sur lesquels on avait déjà des constructeurs définis, d'utiliser des matériaux biosourcés, soit en structure, soit en isolation. C'est un prérequis sur la tranche 2, on ne pouvait pas passer à travers. Après, là où on a voulu aller un petit peu plus loin, je veux bien que tu reviennes juste sur la... Voilà, merci. Là où on a voulu aller un petit peu plus loin, même chose en partageant avec Fibois, un objectif qui était celui d'utiliser et de maximiser le recours aux matériaux biosourcés à travers la maison. Donc, on a partagé une consultation, un cahier de consultation aux acteurs de la filière biosourcée en leur disant, voilà, nous, on a 8 terrains, on veut aller le plus loin possible sur l'utilisation de ces matériaux-là. En faisant des allotissements de 4 maisons, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté? Et donc, on a ressorti 4 maisons, donc les 4 maisons que vous avez en bas à droite qui ont été portées par un groupement mené par Clémence Cazenave, donc architecte, et puis des entreprises locales pour le bois, la terre et la paille. Et puis, on a également un constructeur un petit peu plus classique qui est Macoré, qui lui était plutôt dans la filière bois, qui s'est mis également à l'utilisation de la terre et qui a maximisé, on va dire, ce recours aux matériaux biosourcés sur 4 maisons. L'idée étant qu'en réalisant ces allotissements-là, on puisse avoir des groupements d'entreprises qu'on n'arrive pas forcément à avoir de manière classique. Et puis aussi, surtout, d'avoir une offre de maisons avec des performances environnementales élevées, tout en essayant de maintenir un coût le plus, on va dire, raisonnable possible pour que les acquéreurs puissent derrière s'y installer. Si tu peux passer à la slide suivante. Si tu penses que tu arrives à finir à peu près en 5 minutes, ce serait top. Sinon, après, on va essayer avec Maxime de compresser. J'y vais. On arrive sur la tranche 3. Là, ça y est, on est installé. Il faut qu'on aille encore plus loin, c'est-à-dire qu'on accentue et qu'on maximise le recours aux différentes ressources du site. Et là, nous, en termes d'accompagnement, comment on intervient, c'est dès l'amont au niveau des opérateurs. Donc promoteurs, bailleurs et constructeurs. On partage dès le début les objectifs, comment les moyens pour y arriver, et on essaie de s'organiser pour présenter aux opérateurs des outils qui puissent leur permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, un premier travail avec les opérateurs, et puis après, on fait un deuxième travail
avec la maîtrise d'œuvre, toujours dans l'accompagnement, avec la maîtrise d'ouvrage et avec la maîtrise d'œuvre. Alors, comment on arrive à atteindre ces objectifs-là avec des propositions soit d'AMO ou autres. En tout cas, ce qu'on veut, c'est être dans un partage continu et pas seulement au moment de la consultation, mais également pendant toute la durée du projet pour qu'on puisse avancer ensemble et voir comment on ajuste les différents curseurs pour arriver le plus loin possible. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc, sur les îlots collectifs, donc des projets qui sont en cours, les chantiers vont bientôt commencer pour les îlots collectifs. On a mis en place donc un assistant à maîtrise d'œuvre pour la partie terre, puisque là, on est dans une logique de préconisation quantifiée. Donc, on impose, mais en plus, on quantifie ce qu'on veut comme objectif. Donc, sur la partie terre, on oblige tous les opérateurs à utiliser 4 mètres cubes de terre par logement pour les îlots collectifs. Et pour les terrains à bâtir, on les oblige à 2 mètres cubes de terre, ce qui représente à peu près une cloison. On travaille également sur la partie formation, puisqu'on a proposé donc, une formation de terre commune aux différents intervenants sur la ZAC. Et puis, on a un partenariat qui est en place entre différents opérateurs et puis la fabrique de terre, dont je vais parler juste après, pour avancer, on va dire, dans la partie réglementaire sur l'utilisation de la terre au sein des logements. Slide suivante, s'il te plaît. Et sur les terrains à bâtir, là, on a pris le parti d'allotir encore plus les terrains, puisque sur 28 terrains, on en a 22 qui sont en allotissement, c'est-à-dire que ce ne sont plus des terrains libres de constructeurs, mais des terrains sur lesquels on impose un constructeur avec une maison sur laquelle on aura travaillé au préalable avec notre maîtrise d'œuvre et puis notre service donc énergie trajectoire bas carbone, pour qu'on puisse proposer des maisons à haute performance environnementale sur 22 des terrains du secteur Sénor. Et donc, on a 3 groupements d'entreprises locales qui interviennent sur ce site avec donc, des maisons qui seront soit maisons de bois terre paille, des maisons de bois terre ou alors des maisons de bois terre et roseaux. Et rapidement sur la fabrique terre, si tu peux passer à la slide, s'il te plaît. Donc, je vais te présenter que cette slide-là. En fait, depuis le début du projet, dès 2012, on a été alerté par une habitante de la ZAC sur la qualité, sur l'utilisation de la terre du site et ce qu'on pouvait en faire. Donc, on a stocké les terres en fait, au moment des fouilles archéologiques. Elles ont été donc analysées par notamment l'IUT et l'Université Gustave Eiffel pour qu'on puisse savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de cette terre-là. Elle est utilisable pour la construction, donc on l'a mis de côté. On ne savait pas encore ce qu'on allait en faire. Et puis, entre 2017 et 2022, sur la deuxième tranche, on a eu les premières utilisations, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur de la cloison. Nous, l'idée était déjà d'avoir une phase un peu expérimentation. Comment on fait pour les mettre à l'intérieur des logements? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Comment on peut s'organiser à travers la filière pour qu'on puisse massifier cette utilisation-là. Et donc, on arrive en 2022 où là, on a nos premières expériences de réaliser. On a répondu à un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME et la région, alerté par le collectif des terroirs armoricains qui nous a dit, voilà, là, on peut aller encore un petit peu plus loin dans l'utilisation de cette terre et surtout dans l'organisation de la filière. Ça peut marcher au travers de la ZAC Maisonneuve puisque nous, on vient faire des prescriptions qui sont quantifiées. On impose aux opérateurs d'utiliser cette terre-là. Par contre, il faut qu'on puisse aussi se donner les moyens de pouvoir répondre à ces objectifs. Et c'est notamment à travers la création donc, de cet objet qui est la fabrique terre qui va permettre donc, aux entreprises de la filière terre de pouvoir travailler dans des conditions plus satisfaisantes et surtout de pouvoir répondre en fait, à la demande que nous, on fait à travers les opérateurs d'utiliser plus massivement la terre au sein des logements de la ZAC. Je pense que tu peux passer, si vous avez le temps de dire après, c'est les grands objectifs et les apports pour le territoire. Très rapidement, peut-être, c'est évidemment le développement d'emplois et la mobilisation de la filière terre, donc à travers cette fabrique, une réduction de l'empreinte carbone, puisqu'on ne vient plus, les terres qu'on vient excaver pour nos terrassements, on ne vient plus les envoyer en décharge, mais on les réutilise à l'intérieur de la ZAC. Une réponse aux enjeux donc, du PCAET de Cap Atlantique. Et puis, de manière plus générale, ça permet aussi à la ZAC et puis plutôt à la filière terre de pouvoir rayonner et de pouvoir se structurer et étendre un petit peu plus le champ d'intervention. Voilà, je l'ai peut-être un peu dépassé. Un schéma très rapide de comment LAD accompagne les communes. Le premier objectif étant déjà de traduire l'ambition de la collectivité.
respecter le programme de l'opération, valoriser les atouts du site dont on a parlé avec la terre, le vent, le soleil, c'est les objectifs traduits de cette commande-là. Et puis, surtout, d'organiser tous les savoir-faire sur les différents sujets, qu'ils soient innovants ou pas. Voilà comment on intervient, nous, à travers nos contrats auprès des communes. Ok, super. Oui, mais ça va, on va s'en sortir. On va s'en sortir. J'avais une question pour toi, du coup. Donc là, on a vu en effet sur une opération d'ampleur ce que vous avez pu faire. Et c'était voilà, le premier projet de cette dimension, sur cette thématique. Donc on imagine que sur la suite, vous avez forcément monté en compétence dans votre organisation sur ces sujets. Et donc vous faites aussi des petites opérations, du coup, des lotissements, des choses plus petites pour des petites communes. Enfin, voilà, Oui. là, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'on est sur une dimension qui est quand même relativement importante. Du coup, voilà, je voulais juste avoir un petit mot sur éventuellement, est-ce que sur des opérations plus modestes, on peut faire également appel à vous Mais voilà. oui, tu fais très bien de le dire. Là, c'est vrai que c'est un projet de 31 hectares, mais on intervient aussi pour des tout petits projets. D'ailleurs, la majeure partie des projets sur lesquels on intervient sont de taille beaucoup plus petite. On intervient en partie études qu'en partie aussi. Donc, on fait des mandats d'études juste pour de la requalification de centres-bourgs sur des toutes petites collectivités. Et puis, on travaille aussi en réalisation sur des périmètres qui sont de l'ordre même de moins de 1 hectare. Il n'y a aucun problème. Au contraire, on travaille beaucoup plus avec les petites collectivités que sur des gros projets. Et d'ailleurs, il y en aura de moins en moins avec tout ce qui arrive sur la partie notamment ZAN. On intervient sur des périmètres beaucoup plus restreints que sur les actes de 31 hectares. Je pense que Peut-être précise juste pardon, ce que ça veut dire ZAN, excuse-moi. le zéro artificialisation net. On le voit bien, on travaillera beaucoup moins sur des périmètres aussi larges que cela. Ok, ça marche. Et est-ce qu'on peut voir d'autres réalisations, peut-être sur votre site ou ailleurs, voilà, qu'éventuellement les gens pourraient avoir envie de voir Oui. Vous avez sur le site envoyer un de lien à Loire-Atlantique des ressources du Développement, bâtiment. il y a toutes les opérations en cours. Et puis, comme je le disais au tout début, sur la partie SEM, c'est historiquement la CELA, elle existe depuis plus de 60 ans. Donc, vous avez un nombre de projets assez important. Il n'y a aucun problème pour avoir des projets réalisés. Ok, super. Donc on se fait un peu sur la partie d'après, hein, qui est comment faire concrètement pour vous, pour vos propres commandes, pour intégrer les biosourcés. Donc, merci Guillaume pour cette présentation très intéressante et inspirante et qui permet aussi de comprendre mieux le jeu d'acteur entre l'aménageur, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise, etc. et habitants, hein, également qui ont été inclus dans certaines étapes du projet. Du coup, dans cette dernière partie, on va aller un peu plus vite avec Maxime. On voulait comme d'habitude, essayer de vous donner le plus d'outils possible pour pouvoir voilà, avancer dans vos propres projets. Donc, Maxime, je te laisse prendre la main finalement tout de suite, du coup, pour nous parler de l'outil du Réseco, de la boîte à outils qui est en train de Oui, sortir et qui va sûrement être utile potentiellement aux gens qui nous écoutent. oui. Alors effectivement, cette boîte à outils est arrivée à point nommé parce qu'au moment de la mise en place du collectif biosourcé, on s'est interrogé sur les premiers travaux à effectuer ensemble. Et on a eu au même moment une sollicitation du Réseco, qui est le réseau de la commande publique durable, qui est basé sur la Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, si je ne me trompe pas, et peut-être aussi Normandie. En fait, c'est un réseau qui regroupe des maîtres d'ouvrage, des acheteurs publics, et qui se questionnent sur plein de sujets beaucoup juridiques. Et là, en l'occurrence, leur question était tout simplement comment intégrer des matériaux biosourcés dans un marché public. Et donc, au départ, on a travaillé avec eux sur l'idée de travailler sur un clausier, un outil qui puisse proposer des clauses types pour intégrer ces matériaux biosourcés dans un marché public. Et de fil en aiguille, on s'était dit que ce n'était pas forcément judicieux d'avoir des copier-coller de clauses parce que c'était peut-être pas la bonne réflexion. Donc, on est parti plutôt sur un outil méthodologique qui permet phase après phase, c'est-à-dire depuis la programmation jusqu'à la quasi-réception du projet, de pouvoir établir un petit peu des préconisations sur la question des biosourcés. Et ça rejoint un petit peu ce que Guillaume et même Frédéric aussi vous ont dit sur un petit peu la manière d'appréhender cette question-là.
qui est avant tout en soi, les matériaux biosourcés, ça ne va pas répondre à tous les problèmes dans le bâtiment, ça ne va pas résoudre tous les problèmes dans le bâtiment. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est surtout un moyen d'atteindre des performances. Alors là, on a beaucoup parlé de performances liées au carbone, et il n'y a pas que ça. Et ça, en fait, dans cet outil méthodologie, qui est encore en cours de finalisation, donc je ne pourrais pas vous le présenter dans son état final. Là, le Reseco est actuellement en train de travailler avec son graphiste pour le mettre en forme, mais à terme, ce sera une page Internet disponible publiquement sur le site du Reseco, et vous pourrez avoir accès aux outils qui sont présents devant vous, à savoir un guide sur les enjeux, l'argumentaire, la réglementation, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans la législation, outre la SNBC, qui est en fin de compte aussi la stratégie nationale bas carbone, est le fruit aussi d'une série de lois sorties depuis le sommet de Paris en 2015, qui donnait un petit peu les grands objectifs pour limiter le réchauffement climatique, où il y a eu une succession de lois. Et dans ces lois, on a déjà beaucoup d'éléments législatifs qui mettent en avant et qui peuvent obliger en fait, le recours aux biosourcés. Et simplement, vous êtes en droit de l'écrire, comme l'a fait Guillaume dans la ZAC Maisonneuve, c'est qu'on peut prescrire de manière littérale que l'on souhaite des matériaux biosourcés dans un projet. Ça, déjà, c'est le point de départ. Ça paraît bête en le disant, mais c'est un point de départ. Et ça, c'est lié, entre autres, justement, à ce package législatif qui est en place depuis quelques années. Après, il existe aussi tout un tas de ressources déjà disponibles. Alors, c'est ce qu'on a voulu compiler. Il y a aussi des structures ressources qui peuvent vous accompagner. Et il y a aussi des annuaires, des réseaux existants. Donc, en fait, au sein de FB Carré, qui est un peu notre penchant breton, et le collectif Biosourcé, on a mis en place des annuaires pour valoriser justement tous les professionnels déjà formés au biosourcé, que ce soit des AMO, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises, à tous les postes, parce qu'on a aussi des maçons qui se forment au biosourcé pour faire, par exemple, du chaud-chambre, pour faire des enduits terre, par exemple. On a évidemment des charpentiers, des menuisiers, voilà. Tout un tas d'entreprises qui sont formées et le réseau grandit de mois en mois. Donc ça, c'est déjà important de le mettre en avant. Je veux bien le slide suivant, Frédéric, s'il te plaît. Et donc, alors très rapidement, cet outil, en fait, l'outil Méthodo, il partira justement de toute cette phase-là, depuis les questions à se poser avant la programmation, l'étude de faisabilité, en passant par la prestation de marché de prestataires intellectuels, l'étude de conception, marché de travaux, fourniture, suivi de chantier. Et en fait, à chaque moment, voilà, comme c'est indiqué, on donne, alors je ne peux pas rentrer dans le détail de l'outil parce que ce serait trop long, mais déjà, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, il faut se poser des questions. Quels sont vos objectifs généraux? Est-ce qu'il y a un contexte, par exemple, type PCAET, un plan climat air énergie territorial, qui peut déjà amener un certain nombre d'objectifs qui peuvent être retranscrits dans l'acte de construire à l'échelle du territoire? Et ça peut être des objectifs liés à des performances énergétiques, environnementaux, mais ça passe aussi quand même par de l'acculturation. C'est-à-dire que dans l'accompagnement qui est proposé, nous, chez Fibois, par exemple, tout simplement, comme l'a dit aussi Guillaume, c'est faire de l'accompagnement sur de la formation, faire des visites, faire des conférences, faire du sourcing. Et ça, le sourcing est dans le code de la commande publique, pouvoir savoir quels sont les acteurs proches de chez vous, dans votre territoire. Ça, c'est des choses qui sont proposées par les filières biosourcées aussi, de pouvoir vous montrer qu'il y a déjà un contexte, un écosystème favorable, et il faut simplement connaître les acteurs. Après, cette notion de définition de l'ambition biosourcée, Guillaume l'a aussi très bien retranscrit dans les différentes tranches, où en fait, on est passé d'une approche de préconisation en troisième point à une approche de prescription quantifiée. Et ça, c'est important parce qu'à un moment donné, si on veut que les habitudes changent, il faut aussi être clair dans la commande. Et à un moment donné, ça passe aussi par un engagement en termes d'ambition quantifiée, de dire, bah oui, moi, effectivement, je veux que dès ma programmation, je souhaite avoir des équipes de maîtrise d'œuvre qui me proposent des bâtiments intégrant des biosourcés. Et ça peut aller très loin. On peut aller jusqu'à indiquer des quantités en kilos, des choses comme ça. C'est peut-être pas la chose la plus évidente à faire, mais pour certains projets, ça peut être intéressant. Comme l'a dit d'ailleurs Guillaume, où c'était le but de valoriser les biosourcés en structure, en isolation.
Bon, voilà, ça, c'est des choses qui sont faciles à écrire et faciles à intégrer dans la phase programmation. Je me permets, Maxime, je me permets de rebondir là-dessus, mais c'est vraiment le lien du coup entre ce que tu viens de dire et ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire que prescrire pour prescrire, c'est bien, mais il faut surtout avant faire tout le travail que tu as dit, c'est-à-dire aller faire du sourcing, voir comment les acteurs peuvent répondre aux prescriptions que tu vas imposer derrière, puisque sinon, en tout cas, il va y avoir beaucoup plus de difficultés. Et ce que tu as très bien dit, c'est le premier objectif, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire et surtout comment on va y arriver, avec quels acteurs. Et là, le collectif biosourcé, je pense que c'est vraiment la boîte à outils que tout le monde a envie d'avoir et d'essayer. Donc, vivement qu'elle sorte, Maxime. Oui, eh ben, merci. Effectivement, et puis une fois qu'on a défini des objectifs qui peuvent être définis avec une AMO spécifique, hein, qui a cette compétence ou pas, on va en fait dérouler la frise chronologique du projet avec les compétences. Souvent, par exemple, on me pose la question sur le bureau de contrôle. Souvent, on dit oui, les bureaux de contrôle sont réfractaires, c'est compliqué d'intégrer des biosourcés. Après, moi, je dis simplement, le bureau de contrôle, c'est vous, maître d'ouvrage, qui le choisissez. Donc, en fait, si vous choisissez un bureau de contrôle qui n'est pas compétent sur les biosourcés, j'ai eu des cas où il y a eu des freins qui étaient absolument injustifiés sur le recours aux biosourcés par tout simplement une incompétence des domaines d'emploi, des produits disponibles, des systèmes constructifs biosourcés du bureau de contrôle. C'est qu'une question de compétence qu'on retrouve aussi dans le bureau de contrôle et qui, évidemment, va retrouver dans un architecte, une équipe de maîtrise d'œuvre qui, si elle n'est pas aussi compétente, vous donnera toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. En disant que c'est trop cher, en disant que ça ne marche pas, en disant il n'y a pas d'entreprise, vous allez avoir 0 réponse. Il y a toutes les raisons de ne pas le faire, aussi par méconnaissance. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. Et puis, dans le cahier des charges, voilà, c'est qu'on peut effectivement définir, et c'est vrai que la RE 2020 que Frédéric a évoqué tout à l'heure est quand même une avancée non négligeable parce qu'aujourd'hui, on doit de manière réglementaire définir l'impact carbone, énergie évidemment, mais aussi carbone, comme tu le disais Frédéric, des matériaux mis en œuvre dans un bâtiment. Et ça passe par ce qu'on appelle les ACV, comme c'est écrit, l'analyse de cycle de vie des produits. Et ça, c'est un petit peu le garde-fou aujourd'hui de la prescription. C'est qu'aujourd'hui, on a des outils, ce qu'on appelle des FDES, fiches de déclaration environnementale, qui est un petit peu la carte d'identité environnementale des produits. Et ça, c'est réglementaire aujourd'hui. Donc, en fait, on a quand même des outils. Et la RE 2020 va continuer à progresser. Parce qu'en fait, la courbe que Frédéric a montrée tout à l'heure sur la SNBC, la courbe qui descend progressivement pour atteindre une neutralité carbone nette, et ben en fait, la RE 2020 suit cette courbe. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on va avoir des seuils, par exemple, sur l'impact carbone, qui vont diminuer. Donc, on va devoir, tous les 3 ans, donc là, ça a commencé en 2022, et ça va être ensuite en 2025, 2028, 2031, continuer à baisser les seuils de l'impact carbone, entre autres. Et ça, forcément, ça va être assez discriminant pour certaines filières, certains matériaux. Et évidemment, toutes les filières vont évoluer. Et moi, le premier, je souhaite évidemment que toutes les filières, comme le béton et le métal, fassent aussi leur révolution environnementale, parce que ce sera nécessaire. Toutes les filières devront le faire, y compris le bois, hein, pour certains sujets. Donc, et là, il va y avoir aussi des prescriptions qui vont se faire forcément par ce biais-là. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire. Après, effectivement, le dernier point sur les marchés de fourniture, on a des cas, par exemple, où il peut y avoir une question sur le circuit court, où il y a une volonté du maître d'ouvrage de dire « moi, je veux faire un bâtiment vertueux d'un point de vue environnemental et valoriser une ressource locale ». Et souvent, on nous dit « ah ouais, mais les marchés publics ne permettent pas de pouvoir définir une zone géographique d'approvisionnement des matériaux ». C'est faux. Il y a des solutions aujourd'hui, des outils qui le permettent, mais ça demande aussi une mécanique en amont pour prévoir des marchés de fourniture, des marchés de produits parfois dissociés du marché de travaux. On a le cas assez souvent sur la paille, par exemple, l'isolation paille, où il y a le souhait de valoriser de la paille de l'agriculteur local. Ça, dans un marché public, ça peut se faire très facilement. Ça a été fait, par exemple, sur un projet pas très loin de chez vous, à Guénoët. C'est le groupe scolaire à Guénoët, où il y a eu une volonté du maître d'ouvrage. Et donc, ils ont travaillé en amont sur un marché type avec un cahier des charges défini sur la qualité de la paille, parce qu'évidemment, il y a des règles professionnelles sur l'isolation paille qu'il faut respecter. Mais ça, c'est à définir en amont. Voilà. Ok, Maxime, c'est super intéressant. Je dois malheureusement te presser. Alors, on a vraiment jusqu'à 30 questions comprises. Voilà. On verra si elles sont nombreuses ou pas. Tu auras sûrement un peu de temps de rab pour
pour finir un peu certains sujets, il faut quand même que tu répondes à la question est-ce que ça coûte cher? Parce que Oui, malheureusement, oui, oui. dans Ben, notre monde, on peut pas l'éviter. ouais, Alors, tu as justement, plusieurs diapos, je te laisse me dire si tu veux que j'avance ou voilà. ouais, ouais. Alors, très rapidement, effectivement, la question du coût, ça, c'est un sujet récurrent. Et pour illustrer en tout cas, pour répondre ou pas partiellement à cette réponse, j'ai voulu vous montrer un projet qui est un projet intéressant parce qu'à la base, le maître d'ouvrage, c'est une agglomération, l'agglomération des Sables d'Olonne, qui souhaitait construire un bâtiment, une base logistique à Château-d'Olonne et qui n'avait aucune ambition biosourcée. Donc, ils avaient un programme qui n'était pas du tout adapté, entre guillemets, en tout cas écrit pour prescrire des biosourcés. Donc, avec un budget qui était défini comme un budget classique, voilà, mais avec en fait un délai de réalisation extrêmement court. C'est-à-dire, clé en main, il fallait que ce bâtiment soit construit, études comprises, en 1 an. Donc, en fait, il fallait construire très vite. Ils se sont même posé la question à l'époque de construire en préfabriqué, type Cugnot ou autre. Mais en fait, l'architecte qui a répondu, oh, pardon, parce que j'ai déjà cité tout à l'heure, hein, ce n'est pas du tout mon souhait de valoriser uniquement cet architecte, mais c'est voilà, le sujet. En fait, l'architecte, lui, a répondu hors sujet. En fait, il a dit, ben non, moi, je ne vais pas vous faire du Cugnot, je vais vous faire de la vraie construction, entre guillemets, et puis je vais vous répondre en biosourcé. Et je vais rentrer dans le budget et je vais rentrer aussi dans le délai. Et donc, ils ont fait une proposition en construction bois, béton de chambre, entre autres, isolation biosourcée, avec un bâtiment, voilà, vous voyez la réalisation finale. Le budget, il est écrit ici. On avance. Quelques photos très rapidement du chantier, voilà, de la réalisation des murs ossature bois avec le béton de chambre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On peut avancer. Là, c'est la réalisation terminée, la partie atelier, la partie bureau. Voilà, on ne discerne pas forcément dans la partie bureau qu'on a un mur en ossature bois biosourcé. Hein, voilà. On passe, on peut continuer. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'analyse économique qui a été faite par l'architecte où il a dit bah, moi, je vais vous montrer effectivement, alors pas que c'est moins cher, parce qu'effectivement, un mur ossature bois en béton de chanvre, c'est cher, comme ça peut être démontré ici sur ce tableau. Il a fait une comparaison avec un bâtiment complètement classique dans cette typologie, avec un bardage en double pot, première variante, et puis avec un mur ITE isolé, alors, parpaing à glos creux, laine de roche, enduit ciment basique. Et donc, on a des coûts bruts qui sont effectivement très supérieurs pour un coût mètre carré sur le mur ossature bois. Sauf que, en fait, lui, il va définir pas un coût de mètre carré brut par mois pour comparer, mais il va définir en fait un coût total de l'opération. Et en fait, un mode de ventilation des coûts qui va être différent avec la solution en biosourcé pour faire accepter, entre guillemets, et surtout rentrer dans le budget, en fin de compte, ce surcoût brut du coût de façade. Et on voit effectivement que le coût des façades, on est quand même, alors tu peux avancer, on a des pourcentages supérieurs assez importants. Hein. Vas-y encore. Voilà. Sauf que, alors non, excuse-moi, l'animation est un peu moyenne. Alors, sauf qu'en fait, lui, ce qu'il a défini, l'architecte, c'est qu'on va estimer un autre coût important dans le bâtiment, c'est le coût du rafraîchissement, de la climatisation des bureaux, qui est nécessaire au regard de la performance assez déplorable des solutions 2 et 3 qui vont forcément amener un investissement dans une climatisation. Et lui, l'architecte a dit, ben moi, écoutez, je vais vous supprimer ce poste climatisation et l'argent qui devait suffire à la climatisation, je vais l'injecter dans l'investissement, dans une bonne isolation. Et en fait, le message que je trouve très pertinent, qui est bête en le disant, c'est que le meilleur investissement, c'est évidemment pas la climatisation, mais c'est l'isolant. C'est qu'il faut mettre davantage d'argent dans l'isolation parce que, comme certains beaucoup disent, l'isolant le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et au regard des coûts énergétiques, la crise énergétique qu'on a vécue récemment, je pense que c'est judicieux de pouvoir ventiler ces coûts un peu différemment et peut-être de délaisser un peu le poste équipement, parce qu'en fait, on investit des sommes considérables encore aujourd'hui dans les équipements de chauffage, de rafraîchissement, qui coûtent très cher à l'achat, qui coûtent très cher en maintenance, alors que sur des postes qui, pour moi, sont plus importants qu'à l'isolation, on pourrait davantage investir. Et bon, voilà, ça, c'est le. Après, vous avez le ratio, mais on ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas trop le temps. Bon, ils ont eu effectivement des aides particulières, mais ce n'est pas trop le détail là-dedans. On peut avancer juste sur encore un petit peu plus sur le slide d'après, s'il te plaît, pour avancer. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était l'analyse effectivement complémentaire de l'architecte sur ce projet. C'est que lui, effectivement, aujourd'hui, il préfère, entre guillemets, investir davantage dans l'isolation, mais dans une isolation qui ne perd pas ses capacités d'isolation
à moyen long terme. Parce qu'on sait que les isolants classiques, type laine de verre, ont des tenues dans le temps qui sont pas très bonnes. On a des tassements qui sont récurrents, des isolants qui vont perdre leur capacité d'isolation très rapidement, ce qui n'est pas le cas dans les biosourcés, de par leur densité. Et je pense que si on ferait un coup au poids, on s'apercevrait qu'un coup au poids des isolants biosourcés, en fin de compte, moins cher rapporté à son poids et à sa performance thermique été-hiver qu'un isolant conventionnel qui est plus léger, qui est moins cher, mais qui est plus léger. Le coût d'exploitation, je l'ai évoqué. Le coût de déconstruction, ça, c'est aussi un questionnement pour demain, effectivement. La revalorisation financière des déchets. Le coût de construction en tenant compte de l'évolution du prix des ressources fossiles. Ça, c'est clair que là, ce qu'on a vécu récemment avec le coût de l'énergie, je pense que c'est que le début et on a tout intérêt à être plus serein en investissant dans des bâtiments qui ne consomment quasiment peu d'énergie. Le groupe scolaire de Guénoroy, tout à l'heure que j'évoquais, c'est un bâtiment qui est passif. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui consomme moins de 15 kg de watt par mètre carré par an. Aujourd'hui, l'aéro 2020, on est plutôt à 35, 40 à peu près kilowattheures. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a les technologies et les solutions pour construire avec quasiment zéro énergie. Donc, pourquoi on ne le fait pas? Et surtout, la perte de valeur de ces bâtiments. Aujourd'hui, je pense que vous le vivez aussi dans vos communes, on a des fois des bâtiments qui sont rénovés, qui ont moins de 20 ans. Alors, en fait, ça pose des questions aussi de ce point de vue-là, à long terme, des vraies questions. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette question. Ok, merci beaucoup. Très bien, donc peut-être que je te laisse finir juste sur un peu sur les actualités rapidement, puis après on prendra les questions. Oui, alors, très rapidement, en fait, aujourd'hui, et je pense qu'avec Guillaume, on est complètement d'accord, c'est que si vous avez un intérêt grandissant sur ces sujets et que vous voulez aller plus loin, évidemment, on peut aller plus loin, on peut aller visiter des projets. Je pense que la ZAC de Maisonneuve est un terrain d'exploration et d'expérimentation hyper intéressant de ce point de vue-là. Et le projet de la Fabrique Terre, on n'est qu'au début. Et je pense qu'il serait intéressant à suivre de très près. Donc, je vous encourage à le suivre de près et à aller le voir. Le projet de la filière roseau avec le PNR de Bruyères, là aussi, en fait, il y a une volonté du PNR de Bruyères d'aller chercher des communes, des collectivités du territoire intéressées pour expérimenter l'usage du roseau. Donc, si vous êtes intéressé sur ces sujets, surtout, n'hésitez pas à contacter le PNR de Bruyères parce qu'ils sont en recherche. Ils ont déjà des architectes, ils ont, je crois, un ou deux promoteurs, 2 ou 3 architectes qui sont déjà intégrés dans la démarche. Mais moi, je trouvais intéressant qu'on ait aussi des collectivités qui soient dans cette dynamique de pouvoir se dire, tiens, j'ai un bâtiment à construire, à rénover, pourquoi pas réfléchir sur la valorisation d'une ressource locale, que ce soit le roseau ou la terre, d'ailleurs, avec ce qui se passe à Maisonneuve. Je pense que là, on est vraiment sur quelque chose de très, très cohérent. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure. Ok, donc il y a en effet des opportunités à saisir et avant, et tu l'as dit, il faut s'acculturer quand même. On a commencé à le faire avec ce webinaire et puis vous savez déjà sûrement plein de choses. Mais en effet, c'est bien de se saisir des visites de sites qui se font localement. J'en profite pour dire que je les relayerai également dans les newsletters que vous recevez. Donc voilà, jetez-y un œil. Si c'est quelque chose qui vous titille, c'est possible de se tenir au courant pour ensuite avancer dans les différentes étapes que Maxime a dit. Et l'outil du Reseco, il va sortir bientôt, Maxime, là, tu l'as dit. Je n'ai pas la date précise, mais c'est Évidemment. imminent. Voilà. C'est Donc vous êtes au bon imminent. moment, en fait. C'est le bon moment. Ouais, c'est un peu du teasing là, mais c'est imminent. Ok, ça marche. Alors, c'était assez dense, hein, du coup, on est désolé, on essaie de passer le moins de temps possible et de raccourcir un peu, mais il y avait plein de choses intéressantes à dire. Donc, on espère que vous avez bien pu accrocher et on est preneur de vos questions. Alors, c'est vrai qu'on ne vous a pas sollicité après chaque partie, ce qui aurait peut-être été plus facile pour faire émerger les questions, parce que là, ça fait beaucoup d'un coup. Non, personne qui se lance. Oui, moi j'aurais une question. Arnaud Lacroix Oui. du patrimoine Carène. Tout à l'heure, on évoquait que sur le stockage carbone, qui était donc stocké dans les arbres, puisé par les arbres, utilisé comme matériau de construction. Mais voilà, sur les questions, j'entends qu'il y a des questions sur après la valorisation après la vie du bâtiment construit en matériaux biosourcés. Mais est-ce qu'on a déjà une idée de tout ce carbone qui serait stocké et en fait inerté pendant 20, 30, 40, 50 ans?
qu'est-ce qui devient ensuite? Parce que j'imagine qu'on ne va pas brûler le bois, ce qui serait un non-sens. Mais voilà, est-ce qu'on a déjà une idée de comment le retraiter par la suite? Je me permets de répondre. En fait, effectivement, là, ça touche du doigt un sujet, c'est les scénarios de fin de vie des matériaux. Et dans les FDES que j'évoquais tout à l'heure, il existe différents scénarios. Et la REP, c'est-à-dire la responsabilité élargie du producteur, qui est une loi qui est en train de sortir, qui oblige, c'est un peu entre guillemets, les producteurs pollueurs qui vont être obligés de pouvoir, c'est un peu la même sémantique, ils vont être obligés de pouvoir être beaucoup plus regardants sur quand on fabrique un produit, qu'il soit en bois ou pas, de savoir qu'est-ce qu'il en devient en fin de vie, sous peine d'avoir des coûts supplémentaires pour pour le recycler ou plutôt le revaloriser autrement, parce qu'aujourd'hui, il y a encore un pourcentage non négligeable de matériaux qui sont soit, alors je ne parle pas que du bois, qui sont soit enfouis, soit qui sont incinérés. Et l'enjeu pour demain, et là j'ai parlé pour le bois, c'est de pouvoir multiplier les cycles d'utilisation. C'est-à-dire que quand on est à une première fin d'utilisation d'un matériau, d'un produit en bois, le but, c'est pas qu'il soit directement considéré comme déchet, mais qu'il soit comme une ressource et qu'il puisse être réutilisé sous sa forme. C'est déjà le cas. On a des exemples de projets où des vieilles charpentes en lamellé collé, de vieux gymnases par exemple, qui sont démantelés et qui sont réutilisés. Mais par contre, ça demande une mécanique et une structuration de filière très particulière qui est encore en devenir à l'échelle régionale et nationale. Mais moi, je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place et c'est plutôt positif, je pense, parce qu'on va en avoir besoin voilà, de pouvoir être beaucoup plus vertueux en fin de vie et qu'on puisse considérer effectivement qu'un bâtiment, avant de le raser totalement, peut-être de plutôt avoir plutôt une démarche de déconstruction pour pouvoir identifier des gisements de matériaux réutilisés. Donc, ça va demander aussi un jeu d'acteurs qui est en train de se mettre en place, mais qui est encore émergent. Donc, la question du carbone, évidemment, et aujourd'hui, c'est pris en compte dans les scénarios, c'est que quand on prend en compte dans les FDES actuels, on est sur un bilan carbone qui est neutre, en fait. C'est qu'on on a un stockage, il n'y a pas de création de carbone liée d'origine fossile, comme ça peut être le cas pour le pétrole, où là, en fait, on va effectivement générer du carbone davantage dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas avec le bois, parce qu'en fait, ce qu'il aura stocké, séquestré au début, bah, si au pire, il est brûlé en fin de vie pour être utilisé en biomasse, par exemple, on n'aura pas un stock de carbone supplémentaire à ce qu'il y avait avant. Donc, voilà. Je ne vais pas dire que c'est vertueux, mais au moins, il n'y a pas de création de CO2 nouveau dans l'atmosphère, en tout cas avec le bois. Tu as peut-être deux cas, hein. Du coup, Maxime, il y a le cas où le bois infilé est brûlé, comme dans le cas du bois énergie, où là, on a un cycle court du carbone, mais donc ce qui est absorbé est réémis, donc on a zéro finalement. Oui, zéro. Et il y a le cas où le carbone est carrément stocké et utilisé en tant que matériau, et là, on a un carbone négatif. Et en effet, la question était de savoir combien de temps ça dure. Moi, j'ai pas non plus des durées exactes en tête, mais en effet, c'est bon de savoir qu'il y a plusieurs usages possibles avant un enfouissement ou autre chose. Dans ton exemple, je crois que tu n'as pas dit, au final, la charpente du gymnase, il lui arrive quoi quand elle est réutilisée? C'est quoi En fait, là, je pense par exemple, c'est un bâtiment qui est à Angers pour le compte d'Emmaüs, où en fait, ils ont récupéré la charpente d'une ancienne patinoire à Angers et ils l'ont réutilisée sous un format un peu différent, mais toujours en structure, pour faire des bois de structure pour des. Je crois que c'était des éléments de structure type auvent d'un bâtiment. Mais ça, en fait, c'est vraiment en train de progresser parce qu'on a, par exemple, à Nantes, on a l'école du bois qui travaille sur justement le fait d'améliorer la caractérisation de ces bois issus de la déconstruction parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, les normes ne sont pas adaptées à des bois issus du réemploi. C'est qu'on est toujours sur des dimensionnements, sur des calculs de structure qui sont avec du bois neuf, donc avec un taux d'humidité particulier, du bois précis. Quand on démantèle une charpente en bois qui a 50, 60 ans, on maîtrise peut-être un peu moins tout ça. Donc là, il va y avoir aussi une question liée à l'assurabilité aussi de ces usages qui font que là, il y a encore un volet d'exploration à entrevoir. Ok. Donc en effet, il y a un certain nombre d'adaptations à faire, mais globalement, le potentiel est là pour répondre aux enjeux climatiques, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va devoir terminer ensuite assez rapidement.
mais on peut prendre encore une ou deux questions courtes. Bonjour, Bruno Giraudet, vous m'entendez? Oui, on vous entend, bonjour. Oui, donc Bruno Giraudet à Donge, responsable marché public et projet. Justement, dans la continuité de ce que vient d'exprimer Maxime Baudran, moi j'avais une question concernant le contrôle technique de ces matériaux, à savoir comment est-ce qu'on pourra avoir des PV, je ne vais pas dire fiables, mais comment est-ce qu'on peut, par exemple, sur certains matériaux biosourcés, avoir les degrés coupe-feu de ces matériaux et surtout s'il s'agit de bois de réemploi. Est-ce que vous avez une idée? Et puis je suis impatient, j'attends donc le guide Réséco là, pour pouvoir intégrer dans les marchés publics ces types de matériaux. Est-ce que déjà vous pouvez donner des éléments de réponse sur les contrôles et les procès-verbaux de ces matériaux-là? Oui, Rapidement, oui, Maxime. oui. Oui, oui, alors très rapidement, en fait, aujourd'hui, la réglementation, elle n'est pas spécifique à un matériau. C'est-à-dire que quand vous avez une exigence vis-à-vis de l'incendie, par exemple, chaque matériau doit effectivement montrer patte blanche. Et dans les filières biosourcées, il y a eu beaucoup d'avancées pour justement mieux caractériser le comportement au feu des matériaux, que ce soit au niveau de l'isolation, de la structure ou de l'enveloppe ou du bardage extérieur. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent, hein. Ce serait trop long de vous détailler là maintenant, tout de suite. Mais là c'est important déjà de définir au départ, quand on a un programme, un bâtiment, que ce soit un ERP avec une certaine catégorie, où il faut définir, quand on prescrit des matériaux, est-ce que le domaine d'emploi de ces matériaux est conforme à la typologie de l'ouvrage. Et aujourd'hui, que ce soit par exemple sur l'isolation de paille, je dis n'importe quoi, hein, la construction bois, évidemment, on peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on appelle les techniques courantes. C'est-à-dire que quand on est en technique courante, par exemple, demain, si vous faites un bâtiment, vous dites, moi, je veux bien faire du biosourcé, mais je veux que ce soit spécifiquement que des techniques courantes. Vous pouvez l'écrire comme ça. Et ben, derrière, l'architecte, il va faire son travail avec le bureau de contrôle d'identifier les techniques courantes biosourcées, et il y en a déjà pas mal. Et sur le D'accord. réemploi, attention, le guide Réséco n'évoquera pas ce sujet-là, même si je sais qu'au sein du Réséco, il s'intéresse beaucoup aussi, c'est un autre sujet qui est en train d'être développé au sein du Réséco, le réemploi, mais on n'abordera pas ce cas spécifique parce qu'il est trop spécifique, mais je sais qu'il existe un guide sur ce sujet. Et si vous êtes intéressé par le biais de Frédéric, je pourrais vous le passer. Il y a beaucoup de littérature sur ce sujet et ça progresse beaucoup en termes d'outils de prescription, d'accompagnement aussi sur le sujet réemploi. Ça bouge pas mal aussi, mais c'est un autre sujet. Oui, tout à fait, je suis intéressé parce que si on veut intégrer quelque chose et aller dans ce sens, hein, du développement donc de ces produits biosourcés, il faut pouvoir, je dirais, être moteur dans le cadre de nos projets et non pas rester donc sur les solutions, je dis traditionnelles ou acquises. Donc c'est pour ça que ça nécessite d'avoir quand même, je dirais, un minimum de connaissances et puis de savoir ce qui se fait pour pouvoir donc l'imposer, quoi. Et c'est là où je compléterai, je vais me répéter encore, mais c'est là où l'accompagnement vraiment en amont du projet est primordial et indispensable. Sinon, on arrive à des projets qui sont déjà conçus. On va vouloir intégrer des matériaux biosourcés ou géosourcés à des endroits qui ne seront peut-être pas forcément opportuns et pertinents. Et on va arriver dans des difficultés qui ne devraient pas être si dès le début du projet, on travaille à l'intégration de ces matériaux-là au bon endroit. Oui, mais l'exemple vous voyez, du château d'Olonne, là, pour la communauté d'agglomération, moi, je trouve qu'il est très pertinent en ce sens où ils ont pu répondre, alors qu'ils ne partaient pas dans ce sens, si j'ai bien tout compris, ils ont pu répondre à une solution qui répond au coût, bien entendu, puisque il y a toujours le coût, on ne peut pas faire abstraction, mais également en termes de délai, en termes de performance. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant, mais il faut pouvoir être moteur et effectivement être accompagné dans ce domaine pour ne pas, enfin, pour sortir ce que je qualifierais de notre position de confort dans le classique, quoi. D'accord. On est d'accord. Bon, ben, je note. Moi, je note pour le remploi et puis je verrai ça avec Frédéric. Oui, bien sûr, j'envoie des ressources avec le replay, le diaporama, etc. aux participants, donc ce sera l'occasion de faire passer tout ce que tu souhaites, Maxime. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une petite question pour ma part. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend.
Oui, donc je suis Erkan Sifsi. En fait, je travaille dans le domaine de l'immobilier de santé. Alors, j'avais d'autres questions, mais j'ai pu, en fonction des sources, pu y répondre. Je vous remercie déjà pour ces éléments-là. Mais j'avais une question plus générale peut-être, c'était quelle est l'application, je dirais, est-ce que vous avez des exemples en fait, de bâtiments réalisés avec des biosourcés pour des établissements de santé? Quand je parle d'établissements de santé, je parle pas forcément maison de santé, mais plutôt de locaux de santé où il y a de l'hébergement. Donc, un établissement qui tourne H24. Voilà. Et sachant qu'un établissement de santé, pour moi, si je prends un exemple, un EHPAD ou un SSR, ça représente à peu près minimum 5000 m² SDO. Donc, après, ça donne une grosse quantité de matériaux à mettre en œuvre. Donc, je voulais savoir en fait s'il y avait des exemples qu'on pouvait avoir pour essayer de non pas recopier, mais éventuellement de séduire certains directeurs d'établissement, parce que comme vous l'avez déjà dit aussi tout à l'heure, il faut aussi sensibiliser les directeurs et les décideurs, je dirais, de l'intérêt ou non de recourir à des matériaux biosourcés. Donc, pardon pour ces questions un peu plus générales, mais ça m'intéresse. Non, mais c'est une bonne question. Parce qu'en fait, il existe aujourd'hui un panorama des réalisations intégrant des matériaux biosourcés qui est en ligne. Donc, je pense que vous trouverez déjà un certain nombre de réponses sur ce site internet qui s'appelle tout simplement panoramabois.fr. Donc, panoramabois en un seul mot, .fr. Et après, vous avez un moteur de recherche et en tapant santé, EHPAD, hôpital, en fait, plein de mots-clés comme ça, vous allez pouvoir trouver à l'échelle nationale ou régionale, que vous avez après une cartographie, des exemples de réalisation, il y en a plusieurs milliers. Et après, moi, je pourrais aussi, le cas échéant, même faire le listing, mais je pense que déjà sur ce site, vous aurez déjà un certain nombre d'informations, je pense. Ok, merci. Ça marche. On va devoir arrêter là, à moins qu'il y ait vraiment des choses très importantes qui n'aient pas été répondues. Et sinon, on vous invite à faire la demande par mail à moi-même ou directement à Maxime. Éventuellement, je vous transmettrai les contacts. Et il se fera un plaisir, ils se feront un plaisir de vous répondre. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire. On espère que ça vous a intéressé, hein. C'était assez dense, mais en effet, ce sont des sujets sur lesquels on se pose encore pas mal de questions et les réponses sont là pourtant. Elles ne sont pas très loin de nous. On arrive à la fin de cette série de webinaires, des 4 webinaires. Donc pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui sont programmés, mais n'hésitez pas à nous faire remonter des besoins de sujets à traiter pour alimenter les futures séries. Et donc, je vous transmettrai les ressources et le replay, comme d'habitude, par mail. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous croiser bientôt. Merci, Au revoir. Karen. Merci Frédéric. beaucoup. Au revoir. Plaisir. Merci bien. Au revoir. Merci à tous. Une bonne journée. Également, à bientôt. Au revoir. Au revoir.